aussi pour les ossiculoplasties. Alors, bienvenue à tous. Je sais que nous sommes dans un moment très sensible de pandémie, qui est notre activité chirurgicale très impactée, médicale, mais c'est bien qu'on puisse encore discuter et apprendre et collaborer entre nos deux pays. Alors, un dernier rappel, comme le samedi dernier, j'ai mis de sous-titres automatiques au PowerPoint, des sous-titres en anglais, parce qu'il y a deux amis. Et le sous-titre est fait par le PowerPoint, alors il n'est pas très précis. Et il y a aussi le problème de mon français, que c'est pas très précis non plus. Je m'excuse pour ça, mais je crois que ça va aider. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. On vous entend. Il y avait une petite coupure de OK. son. Voilà. OK. Alors, on va partager mon écran maintenant. Et vous en diaporama. Très bien. Voilà. Donc, on va parler, j'ai déjà dit, sur la stapédectomie et sur les ossiculoplasties, l'utilisation de l'endoscope. Et on va commencer avec la même question qu'on s'est posée le dernier samedi. Pourquoi l'endoscope? Et je vais essayer de répondre à cette question avec quelques diapositives. Le premier, c'est une image précisément d'une chirurgie de stapédotomie. Et on voit que tout d'un coup, avec une seule image, on peut voir presque toute l'oreille moyenne. On peut voir, on a une vision beaucoup plus ouverte et globale qu'avec les microscopes. Et ça, c'est attaché à la structure, l'ingénierie de deux instruments, le microscope et l'endoscope, comme j'ai montré aussi cette diapositive samedi dernier, que à gauche, on a la vision du microscope, c'est une vision droite, et on voit qu'avec l'endoscope, on peut entrer dans l'oreille et avoir une vision plus ouverte, a wide view en anglais, et comme ça, on peut voir beaucoup plus de choses dans un seul coup, au lieu voilà. Alors, pourquoi l'endoscope? On a déjà dit, parce qu'on est dans l'oreille, on a un angle de vision plus ouvert et on est plus mini. Et bien sûr que quand on se pose des questions pourquoi l'endoscope, quand on se pose des questions d'utiliser n'importe quel instrument ou technique dans n'importe quelle chirurgie, les plus importants, ce sont les résultats. Et c'est très important qu'on utilise toujours des techniques et des instruments qui peuvent atteindre de bons résultats. Et on a déjà plusieurs publications comme celui-là qui montrent que la stapédotomie avec l'endoscope peut avoir de très bons résultats et même peut-être avoir de meilleurs résultats quand on pense à la corde du tympan et douleur post-opératoire. Aussi, cette deuxième publication, c'est une méta-analyse, ça montre la même chose dans les études qu'elle a évaluées et il y a eu une incidence de douleur et des problèmes de corde du tympan meilleurs qu'avec le microscope. Ici, dans cet article, on peut voir que les résultats auditifs, c'est pareil. Il montre que c'est pareil si vous utilisez les microscopes et l'endoscope. Ça ne change pas le résultat auditif.
Alors, j'ai montré déjà cette image et c'est juste pour vous rappeler que c'est pas une question de choix. Et vous devez pas choisir entre les microscopes ou l'endoscope. C'est plutôt utiliser aussi l'endoscope et avoir aussi une autre façon de voir la chirurgie et de voir des visions chirurgicales, mais on garde toujours le microscope, mais chirurgie, elle se passe toujours comme ça, j'ai les deux instruments, parce que des fois, si vous avez besoin de mettre le microscope, il est là, et vous avez des avantages de deux instruments. Les équipements de base que j'ai montré déjà le samedi dernier. Alors, les caméras à 3 CCD, elles sont très importantes. Et les optiques, 14 cm de longueur, diamètre 3 mm et angulation 30 degrés et 0 degrés au moins. J'ai déjà aussi vous conseillé de lire ces très bons livres de collègues italiens et aussi pour les stapédotomies, aussi coloplastie, vous avez beaucoup de choses à voir là-dedans. Alors, on va passer à la stapédotomie et on va séparer dans la préparation les lambeaux, la courette, l'acourettage, le trier, les soins avec les triers, la platinotomie et la mise en place de la prothèse. Alors, quelles sont les adaptations techniques qu'on doit faire pour utiliser l'endoscope à chaque moment? Encore la même image pour vous montrer que la disposition de l'endoscope, du microscope, de l'équipe, et on va parler un peu sur la préparation. J'ai déjà vous montré que c'est très important de couper les cheveux parce que si vous ne coupez pas, chaque fois que vous rentrez avec l'endoscope dans l'oreille, il va se saler avec du sang et ça fait que vous avez plusieurs interruptions dans la chirurgie. Donc, c'est très important de couper tous les cheveux et pour que vous puissiez opérer plus tranquillement. Aussi, dans le dernier webinaire, vous avez demandé à la fin si j'utilise ce type de points. En général, pour les tympanoplasties, non. En général, la majorité des cas, non. Mais pour la stapédectomie, c'est bien, si vous voulez faire ça, de passer un fil dans les méas. Et comme ça, vous pouvez tirer le méa et l'oreille en arrière, comme vous voyez maintenant. Et ça ouvre le méate auditif. Et ça fait que quand vous essayez d'entrer, chaque fois que vous rentrez avec l'optique ou avec l'instrument, c'est plus facile, vous ne touchez pas le méate et comme ça, vous gagnez du temps. Ce n'est pas fondamental, mais c'est bien et ça peut vous aider, ces petits pas. Alors, latéralité et la manipulation. Alors, on va parler un peu des instruments aussi. C'est une question qui toujours est posée dans les chirurgies de la stapédectomie, c'est qu'est-ce que c'est plus facile, faire une chirurgie à l'oreille droite, à l'oreille gauche? Il y a des chirurgiens qui trouvent plus facile faire, les chirurgiens droitiers qui trouvent que c'est plus facile faire une chirurgie sur l'oreille droite, par exemple. Le fait, c'est qu'on ne peut pas choisir, on doit opérer sur les deux oreilles, mais on a toujours, pour moi, par exemple, que je suis droitier, on a toujours la main, la main avec les instruments à la droite. Et on tient toujours la main gauche, on a toujours le endoscope à la main gauche. Alors, ça change, bien sûr que ça change tout quand on est dans une oreille droite ou gauche. Par exemple, dans l'oreille gauche, on a une vision, on a plus d'espace pour manipuler l'endoscope et moins d'espace pour les instruments. Et au contraire, quand on est dans une oreille droite, on a plus de mal avec l'endoscope ici pour voir
mais on est plus à l'aise avec la main droite, la main des endoscopes. Alors, je vais m'arrêter ici dans un instant, juste pour vous montrer quelque chose. Professeur Agi, est-ce que vous avez mon image ici, mon image personnelle? Oui, OK. Alors, j'ai quelques instruments ici que je veux vous montrer. Alors, l'optique, dépenses, décisures et dépenses, elles sont toujours comme ça. Donc, de chirurgie de l'oreille, elles sont déjà coudées, ce qui nous aide à écarter les deux mains. OK? Mais on a aussi, dans quelques instruments de chirurgie de l'oreille, des instruments qui sont droits. Alors, c'est important à dire qu'ils sont plus difficiles à utiliser avec l'endoscope parce que les deux mains ont tendance à se toucher là-dedans. C'est pas impossible, OK? On peut utiliser, on peut rentrer dans l'oreille, mais c'est plus difficile. Si on a des instruments, par exemple, alors je suis désolé, ça c'est pas un instrument d'oreille, mais on a des instruments d'oreille qui ont ce coude-là, en baïonnette, n'est-ce pas? Et ça, c'est plus difficile, c'est plus facile, on est plus à l'aise si on utilise des instruments qui ont ce coude-là, OK? Les mêmes choses pour les aspirateurs. On utilise beaucoup les aspirateurs dans les chirurgies de l'oreille en général, et encore plus quand on opère avec l'endoscope. Donc, on a des pointes d'aspiration moins coudes et plus coudées. Et si elle est plus coudée, on est aussi plus à l'aise pour l'utiliser avec l'endoscope parce qu'on a les mains écartées et c'est plus facile. OK? Alors, la question du coude et de position des mains par rapport à la chirurgie endoscopique. C'est vrai, par exemple, si on est dans une oreille gauche pour faire une stapédotomie, alors je vais m'opérer sur une oreille gauche. Le corps, la poitrine du patient est à ma gauche. Donc, c'est plus facile pour moi de mettre mon coude à la poitrine du patient et j'ai une suspension pour mon endoscope. Mais, par contre, la main droite n'a rien ici. Sauf si vous avez un siège avec des suspensions, votre main est dans l'air. Le coude est dans l'air. Et de sièges qui ont de suspension à droite, mais en général, ils ne sont pas assez hautes. Donc, je préfère utiliser la main de coude en suspension, des fois avec le petit doigt là au crâne pour qu'il donne un peu plus de stabilité. OK? Au contraire, si on est dans une oreille droite et la poitrine du patient est à ma droite, on a la possibilité de la main, pour les droitiers comme moi, la main qui tient les instruments chirurgicaux aura un espace pour toucher là, et pour être plus stable. Mais par contre, la main qui a l'endoscope sera plus dans l'air, le coude sera dans l'air. OK? Donc, ça change. C'est plus difficile de faire ça, d'utiliser les instruments avec l'endoscope qu'avec le microscope. Mais c'est juste une question d'entraînement. Et la première fois, quand on commence, on a du mal. On pense peut-être que ça va pas, qu'on va pas arriver à maîtriser ça. Mais c'est pas le cas. On voit tous les collègues qui commencent et qui insistent, ils peuvent trouver leur façon et se sentir plus à l'aise avec quelque temps. C'est important de dire qu'il y a une question de génération aussi des chirurgiens. Okay? Moi, j'ai 48 ans. Quand je fais mon résidence, c'était au moment qu'on commençait à ce moment-là à utiliser les endoscopes à la chirurgie du nez. Okay? Donc, les chirurgiens qui sont plus âgés que moi, peut-être 50, 60 et plus,
Et en général, je ne sais pas, c'est pas pareil dans tout le monde, mais ici, chez nous, en général, ils ont été pas entraînés pour utiliser l'endoscope dans les nids. Donc, ils ont plus de mal. Okay. Par contre, les chirurgiens plus jeunes, qui aujourd'hui ont 30 ans et 40 ans, ils savent très bien utiliser l'endoscope. Et quand ils commencent à utiliser l'endoscope dans l'oreille, ils sont à l'aise, ils vont très vite et ils apprennent très vite. C'est ça que je observe en général. OK? Alors, je vais retourner aux diapositives. Si vous avez quelques questions sur la manipulation là, je ne sais pas si vous voulez poser maintenant ou après. On continue la conférence. OK. Voilà. Alors, le lambeau pour la stépédotomie, c'est un lambeau postérieur de midi à 6 heures, comme je vais montrer ici dans cette première vidéo. Donc, je fais la première incision à 6 heures, l'incision horizontale, et toujours avec le coton, comme j'ai montré. Alors, je vais m'arrêter ici. Pour ceux qui étaient là, samedi dernier, vous savez déjà, mais peut-être il y a des gens qui n'étaient pas là, je vais répéter comment je fais avec l'infiltration. Avant de commencer, je fais l'infiltration de conduit auditif, de méate auditif, avec une solution de lidocaïne 2%, adrénaline 1 par 5000. Et je mets aussi un gros morceau de coton avec adrénaline sans dilution, solution millésimale, dans le conduit. Et je laisse là par 5-10 minutes pendant que je vais me laver et me changer. Et c'est ça. Et dans ce moment-là que je commence mes lambeaux, j'ai déjà fait, il y a 10-15 minutes peut-être que je fais l'infiltration et j'ai déjà enlevé les cotons. OK? Maintenant, on va continuer. Et même comme ça, et même si on fait de l'infiltration et on met l'adrénaline avant, bien sûr qu'on a toujours du sang. Et avec l'endoscope, même très peu de sang, peut-être c'est chiant. Et donc, on doit avoir un coton comme celle-là. Parce qu'il peut nous aider avec les petites gouttes de sang. Et voilà les lambeaux. Ce que c'est très bien avec l'endoscope, c'est qu'on peut voir l'annulus, on peut voir d'une façon très proche tout l'annulus tympanique. Alors, en oreille gauche, on commence aussi à faire le lambeau. Regarde que là, on n'a pas beaucoup de sang. Peut-être l'infiltration, elle a beaucoup aidé là. On fait l'incision à 6 heures. On a déjà fait à midi, l'incision horizontale et on commence à décoller. Et lorsqu'on a un peu de sang, on met du coton avec adrénaline, on fait la succion et on continue. Voilà, on continue. Si on peut continuer sans coton, s'il n'y a pas assez de sang, bien, mais une fois que ça commence à être dur à voir, donc on met de coton, on fait une succion et on continue. Et on arrive là à la caisse de tampon. À ce moment-là, en général, j'utilise beaucoup cet instrument, mais je change pour un Wurstein avec une pointe pour ouvrir la muqueuse de l'oreille moyenne, comme vous voyez. Après, j'utilise un décolleur dans un mouvement unique en bas, voilà. Et après, on va faire l'exposition de la région incudostapédienne. Et comme ça, on finit notre lambeau. Alors, attention. Je mets en attention là parce que ça, c'est un de mon incision
tout près du tympan, très très proche. Quand on commence à utiliser l'endoscope, on a une tendance on a une perspective différente de conduite. Donc, on peut faire une incision très proche, trop proche comme celle-là, ok? Et ça peut donner des problèmes, comme je vais vous montrer. Donc, je fais une incision trop proche du tympan. J'ai continué ma chirurgie. Ma chirurgie, elle était bien passée. Voilà, je suis déjà, voilà, j'ai mis la prothèse. La chirurgie, elle était bien passée. J'ai fini ma chirurgie. Regarde, mon lambeau, il était OK, ça semble qu'il était OK, mais il était trop proche. OK. Et à la fin, regarde, 2 mois après, pardon, je vais retourner ici. Voilà, 2 mois après, j'avais une perforation marginale et c'était ma faute parce que je fais une incision trop proche du tympan. Et ça, c'est parce que comme je n'étais pas habitué de faire avec l'endoscope, c'était une de mes premières stapédotomies, j'étais trop proche et j'avais cette perforation. J'avais en général, en fait, j'ai 2 cas comme cela au début des stapédectomies. Donc, j'ai dû faire une petite tympanoplastie dans ces cas-là, que je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait juste une petite bouchon là de grâce. Voilà. Et à la fin, OK, le tympan était fermé, la patient était bien. Alors, il faut faire attention quand vous commencez à utiliser l'endoscope parce que cette change en perspective peut vous faire une incision trop près du tympan. Alors, il faut faire attention à ça. On va passer pour le curettage. Donc, on a fait déjà le lambeau. Ici, c'est dans la bonne place, la distance est bonne. Et alors, il faut faire le curettage parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut voir et on veut pouvoir manipuler la région de l'étrier. Donc, le curettage, elle a le prélèvement d'os ici, il a deux objectifs. L'objectif de voir ce qu'on fait et l'objectif de pouvoir entrer avec les instruments et faire la chirurgie. Et ça change aussi. La perspective du microscope et l'endoscope change un peu parce que si on a une vision droite avec le microscope, on a toujours la règle, si on peut voir les faciales, si on peut voir le procès lenticulaire, si on peut voir le tendon de muscle de l'étrier, on est bon pour faire la chirurgie. Mais il faut nous rappeler que quand on a une vision à wide view avec l'endoscope, peut-être on peut se tromper, on peut penser qu'on a déjà d'espace pour faire de la chirurgie et on n'a pas. Donc, comment on fait pour savoir la quantité de l'os qu'on doit enlever? C'est ça qu'on va répondre avec ces petites vidéos. OK, je veux avancer un peu. Voilà, ça c'est l'objectif de notre chirurgie, c'est avoir de l'espace pour faire tout ça. OK, on va voir quelques cas pour parler sur le curettage et comment on évalue la quantité de l'os qu'il faut enlever. Il faut dire aussi que la manipulation de la curette, c'est plus difficile aussi avec l'endoscope parce qu'on a une main qui tient l'endoscope et on a une seule main pour utiliser la curette, mais c'est aussi une question de s'habituer. Okay? Voilà, ici, quand on regarde, on pense, OK, on voit tout ce qu'il faut, mais il faut se rappeler qu'on a un wide view ici.
Donc, ce n'est pas une question de voir, c'est aussi une question de pouvoir toucher les structures. Okay? Donc, pour savoir si on a d'espace, il faut utiliser un instrument droit. Ça peut être une pointe, ça peut être une pince. Et si on peut toucher l'éminence pyramidale, si on peut toucher la sortie des muscles de l'étrier, donc, en général, on a de l'espace pour faire la chirurgie. Donc, ici, pour savoir si on peut faire la chirurgie, mais c'est une question de pouvoir toucher les muscles d'étrier et ou l'éminence pyramidale. Comme ça, on peut continuer, comme dans ces cas-là. OK? On va voir quelques autres patients. On va voir cette idée que je viens de dire. Voilà. Ici, je mis exprès un cas où je fais pas assez de curettage, j'enlevais pas assez de l'os. Et vous allez voir, quand j'essaye de mettre mon instrument là pour faire la platinotomie, vous voyez, j'ai pas d'espace. Je touche l'enclume, je touche l'os, donc c'est pas bon du tout. Vous voyez? Donc, on peut voir, mais on peut pas toucher. Donc, il faut revenir et enlever plus de l'os, comme je fais maintenant. Parce qu'il faut pouvoir toucher la branche postérieure de l'étrier. Il faut pouvoir toucher le muscle. Voilà. Et même là, je vais finir la chirurgie, mais vous voyez que je touche toujours avec la prothèse l'os. Donc, d'ailleurs, si on fait un peu plus que ça, donc j'arrive à finir, mais c'est pas assez d'espace. C'est bien si j'aurais un peu plus d'espace que j'ai eu dans ce cas-là. Et pour finir, on a un dernier cas qui je fais la bonne curettage. Vous voyez, je touche, voilà, je touche avec l'aspiration l'éminence pyramidale. Donc, si je peux toucher l'éminence pyramidale, j'ai assez d'espace pour faire tout mon chirurgie. Je vais arrêter la vidéo ici pour vous montrer quelque chose. Donc, je dis que l'endoscope est toujours dans ma main gauche pour moi, que je suis droitier. Et l'instrument, il est toujours dans ma main droite, ici. Dans ce moment-là, la fraise. OK? Donc, si je suis dans une oreille droite comme celle-là, si je n'ai pas assez d'espace ici, si l'os n'est pas, s'il est trop basse ici, je ne vais pas voir. Je peux manipuler, mais je ne peux pas voir. Et dans l'oreille gauche, c'est le contraire. Je peux toujours voir, mais si l'os n'a pas fait de bon curettage, on ne peut pas toucher les structures. Donc, on va continuer. Voilà. Ici, j'ai un espace très, très bon. Vous voyez? Et on peut placer la prothèse, mais placement de prothèse, c'est une autre vidéo. Donc, je vais... Voilà, et le dernier cas, ça c'est un cas où on n'a pas besoin d'enlever l'os, vous voyez, la corde de tampon est toujours là, et j'ai l'espace pour toucher. Regarde, je peux toucher la partie postérieure, voilà, je peux toucher les muscles avec les déstructures sans prélever l'os. Donc, dans ce cas-là, pas besoin de faire un curettage. Juste pour finir, la question curettage, on entend des fois des chirurgiens qui disent, bon, si j'utilise l'endoscope, je n'ai pas besoin de faire le curettage. Dans mon expérience, ça, c'est pas vrai du tout. OK? Parce qu'une chose, c'est pouvoir voir. Je dis déjà quelques fois ça. Autre chose, c'est pouvoir voir et faire la chirurgie sans risque, sans trop de risques, n'est-ce pas? Parce que OK, vous pouvez voir, vous avez un wide view avec l'endoscope, mais si vous avez beaucoup d'os, si vous n'avez pas fait l'exposition parfaite, vous commencez à risquer le mouvement, vous commencez à risquer l'enclume et vous commencez à risquer de ne pas
pouvoir mettre la prothèse en sécurité. OK? Donc, on va passer à l'étrier. Donc, on a déjà fait le lambeau, on a parlé sur les couretages, et maintenant, on va parler sur les soins avec l'étrier. Donc, l'étrier, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'étrier? On veut enlever la tête de l'étrier, la superstructure de l'étrier, pour qu'on ait l'espace pour mettre la prothèse à l'enclume et dans le vestibule. Donc, comment je fais ça? Je fais toujours, j'utilise le micro-ciseau pour couper le tendon et pour couper la branche postérieure, comme je fais juste ici maintenant. Et en général, la branche antérieure, je fais après une fracture. Alors, ici, je montre qu'avec un seul coup, je coupe le tendon et après, la branche postérieure, qui est plus grosse que l'antérieure. Et il faut aussi nous rappeler que l'autosclérose, l'autospongiose en général est antérieure. Donc, c'est plus facile à fracturer la branche antérieure une fois qu'on a déjà coupé la postérieure. Et en général, c'est ça que je fais, comme ici. Donc, je coupe le tendon, je coupe la branche postérieure. On peut couper avec différents instruments comme celui-là. Et après, on va enlever, on va fracturer la branche antérieure et l'enlever. C'est vrai que des fois, on peut couper aussi la branche antérieure. Si on a assez d'espace, on peut utiliser un ciseau courbe. Voilà. Ici, je vais vous montrer une situation spéciale. Regarde, si je coupais la branche postérieure, et quand je coupais, la branche antérieure est déjà fracturée et l'étrier est déjà sorti. Bien sûr que je ne voudrais pas faire ça, mais regarde, c'est ça qui se passe là, dans ces cas-là. Okay, donc, je vous montre quelques cas spéciaux. Voilà, comme celui ici, qui a une très bonne exposition de la branche antérieure aussi. Donc, ici, je vais utiliser aussi une ciseau pour couper la branche antérieure, comme vous allez voir. Donc, d'abord, j'ai coupé le tendon, j'ai coupé la branche postérieure et ici, c'est pas difficile, on va couper aussi la branche antérieure. Voilà. Et après, on peut enlever l'étrier. Voilà, et comme ça, on finit la vidéo sur l'étrier. Et on passe, prochain pas, à la platinotomie. Donc, quelque chose de très important pour moi dans le moment de la platinotomie, c'est la taille, la position de la platinotomie. Quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec endoscope en général, on peut voir d'une façon plus claire la autospongiose elle-même. Vous voyez, l'os qui est plus clair ici, on peut voir en bleu là, la maladie de l'os, c'est plus clair. Et je veux vous montrer cette coupe histologique avec la platine. Et c'est le moment on va entrer dans l'oreille interne. Donc, bien sûr, ça commence à changer en termes de risque. Et ce que je fais, c'est que je fais une division de 3 parties de la platine, 3 tiers, et je vais faire mon platinotomie dans la jonction du tiers moyen avec le tiers postérieur. Et l'explication pour ça, c'est parce que c'est l'endroit où on a une profondeur plus sécure pour mettre notre prothèse, parce qu'on a le sacule en avant et le tricle postérieur. Voilà, regarde dans cette
autre image, si c'est postérieur. Donc, c'est ici que je veux faire ma platinotomie. Il y a plusieurs façons de faire la platinotomie. Alors, il y a du laser, on peut utiliser même des instruments de perforateur manuel, mais j'utilise toujours la microfraise. Dans ce cas-là, c'est l'instrument de Xomed, c'est Isquiter. En général, j'utilise la fraise 0,6 mm. Et comme ça, je place une prothèse 0,4. Donc, dans la chirurgie idéale, pour moi, je vais faire un trou de 0,6 et mettre une prothèse de 0,4. Et si ça marche très bien, je n'ai pas de besoin de mettre rien parce que ça reste très bien fermé, l'espace entre la prothèse et la platinotomie. Voyez? Ah, ici, je vais vous montrer un cas que ça n'a pas marché comme je voudrais. Regarde, quand j'ai touché la scisseur, c'est déjà fracturé. Donc, ce cas-là, j'ai juste enlevé les petits morceaux de l'os pour que ça ne tombe pas dans ma vestibule. OK, dans le vestibule. Et j'ai continué et mis ma prothèse. Ici, voyez, le 2/3 postérieur, là, la jonction où vous montrez, je vais faire un trou de 0,6. Voilà. Un trou de 0,6. Ici, je vais retourner pour vous montrer quelque chose, un petit détail. Quand on fait le trou, le muscle là de l'étrier, il fait une contraction. Encore, je vais vous montrer. Regarde là, une contraction. Donc, si je fais le trou de 0,6, encore la même chose. La division, l'endroit, un trou de 0,6. Et comme ça, on peut placer une prothèse 0,4 et vous voyez que c'est très bien fermé. Et l'esquiter, c'est très bien aussi dans les platines qui a beaucoup d'os, vous voyez. C'est encore mieux d'utiliser la microfraise dans ces cas-là. C'est plus sûr, je pense. Et après, on place les prothèses et c'est très bien fermé. Trou 0,6, prothèse 0,4. Et pour finir la stapédectomie, on va, pour le moment le plus important, bien sûr, que c'est le placement de la prothèse quand on va rétablir la conduction de son par l'oreille moyenne. Donc, tous les pas qu'on a parlé dès maintenant, c'est pour qu'on puisse faire ce moment le plus important. Voilà, on fait la mesure toujours. Ici, c'est 4,5. En général, c'est 4,5, 4,25 ou 4, presque toujours dans mon expérience. Et après, on va placer les prothèses. Je vais m'arrêter ici pour parler un peu du placement de la prothèse. Il y a plusieurs manières de la placer, bien sûr. Et il y a des chirurgiens qui font ça de façons différentes, selon leur expérience. Il n'y a pas une seule façon, une bonne façon de faire. Mais moi, je préfère essayer de faire un mouvement unique. OK? Donc, je perds un peu de temps pour ouvrir la prothèse et pour mettre la prothèse à la pince. Parce que j'essaie déjà de mettre d'une façon que je puisse, avec une angulation, avec une position, que je puisse d'un seul coup mettre la prothèse dans le vestibule et des fois faire une petite rotation avec la main pour la placer à l'enclume comme vous allez voir dans la vidéo. C'est vrai que des fois, on ne peut pas faire d'un seul coup, on laisse là et on va utiliser une pointe pour la placer, mais en général, c'est ça que je préfère faire. Celui-ci, c'est le cas où on a eu une petite fracture là à la platine, donc quand ce n'est pas très bien fermé, j'utilise un petit morceau de geoffroin
pour être sûr qu'on n'aura pas une fistule. Voilà. Alors, je vous ai déjà montré cette image, mais aussi pour vous montrer que j'essaye de faire un mouvement unique. Bien sûr qu'on pourrait juste la mettre là, dans le vestibule, la laisser et utiliser un autre instrument. Mais on n'a qu'une main avec l'endoscope parce que l'autre main, elle tient l'endoscope. Donc, je préfère toujours essayer de faire dans un mouvement unique comme celui-là. Encore une oreille droite maintenant. Voilà. C'est bien fini là. On va voir si tout marche bien, la position. Et je crois qu'on a encore un emplacement. Alors, un tout petit morceau de geoffroin là-bas. Voilà. Juste pour être sûr qu'on va bien enfermer là. OK, il y a un dernier placement dans les cas qu'on n'a pas fait de curettage. Regarde, un des problèmes d'endoscope, en comparaison avec le microscope, et on dit ça toujours, c'est qu'on n'a pas la notion de profondeur. On n'a pas la vision en 3D. Okay? Donc, on a la notion de profondeur, mais ce n'est pas par la vision en 3 dimensions. Et c'est plutôt par les mouvements de l'endoscope, les mouvements de notre main et des instruments. Donc, vous voyez ici que dans ce moment, j'essaye de placer et je vais me rendre compte dans quelques secondes que j'étais trop bas. Vous allez voir. Regardez, j'étais trop bas. Donc, une fois que je vois, parce que je peux bouger l'endoscope, vous voyez, alors je vais en haut et je peux retourner et bien mettre la prothèse. Donc, on n'a pas la vision en 3 dimensions, maintenant, on a quelque chose à voir avec la movimentation de la main qui tient l'endoscope. Voilà, le dernier placement. Toujours la prothèse 04 en téflon. Il y a des prothèses en titane, j'ai beaucoup d'amis, des collègues qui utilisent, mais je préfère bien, j'ai toujours utilisé le téflon, je n'ai jamais eu de problème. Je l'utilise toujours. Voilà, maintenant je ne vais pas arriver à mettre dans un seul coup, mais avec la pince, je peux corriger et finir la chirurgie. Et voilà. OK. Alors, une petite surprise, là, je vais vous montrer une image que c'est intéressant. On sait que la chirurgie de stapédotomie, il y a des fois qu'on va découvrir des choses seulement dans les chirurgies. Et ici, c'est une petite surprise que j'ai eue il y a quelques ans. Une fois que j'ai ouvert l'oreille moyenne, et vous voyez une structure qui passe entre les deux branches de l'étrier, et c'était une artère stapédienne qui, en général, on a tous dans le moment de la gestation, mais qu'après, elle disparaît. Mais dans quelques cas, elle peut être persistante. Et vous voyez, la tomographie de ces patients-là, il va nous montrer que c'est une structure qui sort de la carotide. Vous voyez ici, vous voyez la carotide. Je vais retourner. La structure ici sort de la carotide et elle va passer
entre les deux branches, voilà, ici, sur le promontoire, une artère stapédienne. Dans ces cas-là, je m'arrêtais, je n'ai pas fait de chirurgie, je parlais avec le patient et après, elle utilise les appareils auditifs et parce que je trouvais que c'était trop de risques de faire des coagulations de cette artère là-bas. Voilà. Et on va passer maintenant aux ossiculoplasties. Le webinaire passé, samedi dernier, on a parlé sur les tympanoplasties et on a montré un peu déjà quelques reconstructions. Et aujourd'hui, on va montrer plus des images et on va commencer avec une tympanoplastie type 2 en utilisant l'enclume lui-même. Voilà, un enfant, ça c'était un adolescent, 13 ans, qui avait un tube de ventilation là, mais il avait une rétraction. Et vous voyez, l'enclume avait une érosion. Donc, au moment de la tympanoplastie, il fallut enlever l'enclume et on a utilisé l'enclume elle-même pour faire une reconstruction. Et c'est très important à dire que pour travailler avec l'enclume, pour faire les modèles avec l'enclume, moi, personnellement, j'utilise le microscope. Je crois que la majorité des chirurgiens font le même. Donc, regarde, pour arriver à ça, cette pièce ici, je fais ça avec le microscope, vous voyez? Donc ici, je fais un espace pour les marteaux. Ici, on va voir quand la vidéo commence, un espace pour la tête de l'étrier. Donc, si on fait la chirurgie avec l'endoscope, j'ai déjà dit, j'ai toujours le microscope parce qu'il y a deux fois, par exemple, à ce moment-là, que je veux utiliser le microscope pour faire cette prothèse-là, par exemple, cette enclume comme ça. Donc, je vais placer. C'est vrai qu'on a, j'ai déjà dit, une seulement pour manipuler les structures, pour manipuler l'os, pour placer l'enclume. Donc, c'est plus difficile, oui, bien sûr que c'est plus difficile, mais on peut s'entraîner toujours et on perd un peu plus de temps à ce moment-là. Et si on veut mettre le microscope, il est à côté, on met le microscope et on fait avec le microscope, si on a de possibilités. Okay? Mais c'est aussi possible à faire en utilisant l'endoscope et seulement, comme je vous montre comme ça. On a déjà un cartilage ici pour fermer les tympans, on a des pellicondres là, et maintenant, je suis en train d'essayer de placer la reconstruction. Regarde, j'ai laissé les vidéos plus complètes pour que vous puissiez voir que c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc, il faut faire plusieurs mouvements, au moins pour moi, faire plusieurs mouvements, voyez, pour mettre dans la bonne position. Voilà. Et après, en général, j'utilise quelques petits morceaux de... maintenant, je fais une reconstruction là de la tique. Et en général, j'utilise des petits morceaux de gerfoin pour aider dans la stabilisation de la reconstruction si je trouve qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Un petit morceau de gerfoin pour aider la stabilisation de l'enclume là. Et on va fermer. On va mettre les lambeaux, les péricondres, comme vous voyez, en position. Je vous rappelle que c'était un adolescent de 13 ans, dans ce cas-là. Elle avait une poche de rétraction, elle a essayé de mettre un tube, mais ça n'a pas marché. Donc, il fallut faire une tympanoplastie et cette reconstruction. Et ça, c'est l'aspect final.
quelques petits morceaux de périchondre. J'utilise ça beaucoup. À la fin, si je pense que je veux placer encore un peu plus de périchondre libre à la fin, je l'utilise. Et voilà, ça les résultats 10 mois post-op. L'oreille gauche, il y a un petit gap là de 10 et un aigu un peu plus. Bien sûr qu'on sait que l'enclume, elle n'est pas originale là, donc on perd toujours, on a un gap aux aigus, un gap plus grand aux aigus. OK, donc ça, c'est la prothèse que j'utilise le plus souvent. C'est la prothèse courte. Ça, c'est une vidéo de la marque elle-même. J'ai mis ici une vidéo Internet de YouTube, juste pour vous montrer, parce que dans les chirurgies que je vais vous montrer après, j'utilise cette prothèse, mais il n'y a pas la manipulation de la prothèse. Donc, ici, c'est la totale. Ici, c'est la partiale, comme vous voyez ici. Et ça vient avec des instruments propres pour l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on fait? Attends. Voilà. Et il y a des modèles, comme vous allez voir dans mes chirurgies, des modèles de chaque taille, 2 mm, 3 mm, comme celui-ci, que vous pouvez placer pour essayer si c'est de la bonne taille avant de couper votre prothèse et de la fixer dans la taille désirée. Donc, comme celui-là, il essaye la taille. On va voir ça dans mes chirurgies. Et après, vous allez faire, voyez, ici, si vous avez choisi en 75, par exemple, vous allez le mettre dans le trou spécifique, vous allez fermer. Et pour montrer quel est le bon côté, il y a un instrument spécifique pour la fermer. Vous voyez? Voilà. Donc, on va la fermer dans la position, dans la taille désirée. Et après, on va couper là, les fils en titane et on a la prothèse de la taille qu'on a besoin. Voilà, on coupe et notre prothèse, elle est prête. Et on va utiliser. Alors, je vais arrêter ici. Je vais passer à mes chirurgies parce qu'on va voir de chirurgie qu'on a utilisé ce genre de prothèse. Voilà. En tympanoplastie, on avait beaucoup d'inflammation dans ces cas-là. Vous voyez le sang. C'est vrai, quand on a du sang avec l'endoscope, c'est pas évident. L'isthmus tympanique était bloqué, vous voyez, avec des tissus inflammatoires. Il y avait trop de sang. Et l'enclume, elle avait d'érosion. Donc, il fallut la enlever. Et voilà, on a ouvert le stimulus. Je mets toujours, comme je vous ai dit déjà, la cartilage ici. C'est une perforation totale. La cartilage avec l'épaisseur originale. Voilà la modèle de taille pour essayer, pour voir si c'est la bonne taille. Ici, 2 mm. Je mets la cartilage en position. On va voir si c'est bien. Oui, ça semble que c'est bien. Donc, je vais enlever le modèle là, en titane, voilà. C'est vrai que c'est plus facile avec l'endoscope à utiliser ce genre de prothèse que l'enclume elle-même. Vous voyez, c'est plus facile parce qu'elle va tenir, elle va rester en place plus facilement que l'os. Vous voyez, la cartilage, elle est totale, elle presque touche l'annulus, mais elle peut avoir des mouvements entre elle et l'os. J'ai déjà dit
webinaire passé que j'utilise le périchondre séparé de cartilage. Il y a des collègues qui le laissent attaché au cartilage, mais je préfère de les placer librement, comme dans ce cas-là. Donc, on a déjà notre prothèse partielle. On a fini la chirurgie. Ça, c'est l'aspect de 10 mois de chirurgie. Ça, c'était un patient de 37 ans, pardon, 5 mois de chirurgie. Ça, c'était un patient qui avait la même situation dans les deux oreilles. Donc, je fais la même chirurgie, tympanopathie, avec prothèse partielle en titane dans les deux oreilles. Vous allez voir l'autre côté, déjà opéré aussi. Et si vous faites attention dans ces vidéos-là, vous allez voir que dans ce cas ici, l'oreille gauche, elle a resté avec une petite perforation antérieure là. Vous allez voir mieux. Regarde, elle a toujours une petite perforation ici. Il y a tout un morceau de cartilage. Elle a aussi une prothèse ici, mais elle a gardé cette petite perforation qui, par l'instant, on a choisi de ne pas toucher. Parce qu'elle est très bien comme ça. Mais bien sûr, on pourrait fermer ici. Et je vais vous montrer le résultat auditif. Voilà le résultat ici avant les deux chirurgies, après la chirurgie de l'oreille droite et en bas après les deux chirurgies. Donc, en résultat, c'est bien, assez bien, avec des prothèses en titane partielles. Donc, on va passer dans un cas, pour un cas, d'un enfant de 7 ans qui avait 7 rétractions dans une oreille, mais avait un cholestéatome dans l'autre oreille. J'ai déjà vous montré ce cas de cholestéatome dans la semaine passée. Mais ici, on va être plus intéressé à la reconstruction. Vous voyez, la même chose, on a déjà fini. On a utilisé un modèle pour voir la taille. On a choisi la taille, on a coupé, mesuré, coupé, et on met en position la prothèse en titane. Et dans ce cas-là, ce que je veux vous montrer, c'est l'aspect post-opératoire de l'audiométrie, mais aussi de la tomographie, comme vous allez voir. Donc, on essaye de mettre en position la cartilage là, sur la prothèse. C'est, en général, je ouvre plusieurs fois la cartilage, je reviens, je vois si c'est en position. Si je pense que c'est en position, je ouvre encore, je vois encore. Bien sûr que je ne veux pas que la prothèse sorte de sa place. Et voilà, le périchondre libre, comme je vous ai dit. Ici, dans ce cas, j'ai mis 2 morceaux séparés. Un morceau là en avant. Et après, un autre morceau de périchondre. Vous allez voir, voilà, un autre morceau de périchondre. Comme une greffe pour finir la chirurgie. On rappelle que c'est un enfant de 7 ans dans ce cas-là, avec un cholestéatome mésotympanique. Ça, c'est une autre question qui, on se pose toujours. Est-ce qu'on fait la reconstruction dans la même chirurgie qu'on enlève le cholestéatome? Je sais que cette réponse change beaucoup chez les collègues. Moi, oui, je fais. Et si je dois revenir, je reviens. Mais il y a plusieurs patients que je ne dois pas revenir. Par exemple, dans ces cas-là, on a l'aspect post-opératoire. On a une petite rétraction ici antérieure, la cartilage en place, comme vous voyez. Cet enfant a déjà 3 ans d'opérer. Il va bien. Une question intéressante, je vais m'arrêter ici. Les parents de cet enfant, aujourd'hui, il n'habite plus à Rio. Il a déménagé ici dans les pays, mais il allait dans le nord, c'est très loin. Donc, il s'achetait un petit endoscope
qu'on peut acheter à Amazon, on peut acheter dans les sites chinois. Il y a plusieurs endoscopes digitales pour les parents. Et il fait l'autoscopie souvent et il m'envoie l'autoscopie. Comme ça, je peux voir. Et c'est intéressant parce que la télémédecine, elle avance et aujourd'hui, les parents peuvent faire la vision endoscopique pour nous et nous envoyer. Mais on va continuer ici pour voir, comme j'ai promis, l'aspect de la tomographie. Ah, ici, c'est l'autre côté, parce que j'ai dit qu'il avait une rétraction de l'autre côté. On a presque fini. On va voir l'audiométrie, si je ne me trompe pas, et aussi la tomographie. Je vais avancer un peu là. Voilà, ici avant la chirurgie, ici après la chirurgie. Vous voyez qu'on a un petit gap là, je vais retourner. Un petit gap là, mais c'est mieux. Et ici l'aspect de la tomographie. Vous voyez, les morceaux de cartilage est là, la prothèse elle est là, et l'oreille moyenne est bien aérée. Donc, si je n'avais pas à faire la reconstruction dans les moments de chirurgie, dans ce moment-là, il fallait faire une autre chirurgie pour placer, pour faire la reconstruction. Alors, un autre cas, ici une maladie épitympanique qui c'est plus habituel que les cholestéatomes mésotympaniques qu'on vient de voir. Ici, on utilise beaucoup la courette ou même la fraise pour faire l'exposition de la tique de l'épitympanum et pour qu'on puisse enlever toute la maladie, mais ce n'est pas le sujet de cette webinaire d'aujourd'hui. Donc, j'ai montré déjà, je vais avancer. Ce qui nous intéresse, c'est la reconstruction. Ici, pour vous montrer, vous avez vu déjà cette image en faisant la reconstruction en séparé. En première, la reconstruction de la épitympanotomie avec un gros morceau de cartilage. Voilà. Donc, l'épitympanum est maintenant déjà fermé et l'étrier est là. Et on va faire maintenant la reconstruction de la chaîne et du tympan. Voilà, la même chose. Ici, j'ai déjà placé les modèles. C'est aussi une prothèse partielle. Il y a un autre morceau de cartilage, un morceau indépendant de cartilage sur la prothèse, parce qu'il faut toujours mettre un cartilage sur les prothèses de titane pour les empêcher d'être extrusés. Voilà, on met des périchondres indépendants toujours, comme j'ai déjà dit. Voilà, un autre morceau de périchondre. La cartilage et je mets le périchondre pour renforcer la greffe. Je vais avancer un peu là. Voilà, on commence, on est à la fin. On remplace les lambeaux. Je ne sais pas si on a l'odométrie ici, on va voir. Pardon, non. Désolé, dans ce cas, on n'a pas. OK. On a déjà aussi montré ces cas-là dans ce cas de cholestéatome. Je vais avancer parce que jusqu'au moment de la reconstruction, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, on commence à faire une reconstruction. C'était un autre cholestéatome épitympanique et aussi une prothèse partielle. Aussi une reconstruction de la paroi de la tique ici avec la cartilage et une reconstruction indépendante
de la chaîne et un cartilage aussi ici sur la prothèse. Et ce sont toutes les chirurgies, celles-là, que je fais avec l'endoscope, sans utilisation de microscope, mais le microscope, il était là, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, on finit, on a déjà vu ça. La reconstruction, je vais vous montrer ça, que voilà, 10 mois post-opératoire, l'audition commence à baisser, j'ai mis un tube en cabinet quand même, un tube Triuni, parce que j'étais un peu préoccupé à la rétraction qui a commencé à refaire là. Et la prothèse est toujours là, voilà, c'est mieux maintenant. Et après le tube, l'audition est bien grave et toujours un petit guêpe, un aigu, parce qu'on n'arrive pas à avoir de bonnes fermetures de guêpe avec des prothèses. Ça, c'est un problème de prothèse. Et pour finir, une prothèse totale. Vous avez déjà vu aussi ces cas samedi dernier. C'était un gros cholestéatome dans la mastoïde. C'était un cas que j'ai dû faire avec l'endoscope et le microscope. On commence toujours d'abord le traitement par l'oreille moyenne, par la caisse de tampon. Comme je vois ici, on finit d'enlever le cholestéatome de la caisse de tampon. Et lorsque je finis le travail, j'ai pas d'étrier là, j'ai juste la platine. J'enlève l'étrier qui était fracturé là-bas et j'enlève tout le cholestéatome. Et juste pour vous rappeler, quand on a fini la chirurgie de l'oreille moyenne, de la caisse de tampon, on va voir dans la mastoïde, on va voir avec un endoscope 30 degrés dans la mastoïde et on avait toujours là, on savait déjà par la tomographie, on a toujours là un cholestéatome dans la mastoïde. Et après, on a ouvert la mastoïde. Maintenant, pour enlever ce qui reste du cholestéatome, ici c'est accéléré, j'ai déjà dit, c'est juste pour voir que c'est le plus facile maintenant, ouvrir la mastoïde et enlever le cholestéatome, parce que la partie la plus difficile, on a déjà fait avec l'endoscope, et c'est dans l'oreille moyenne, dans la caisse de tampon. Et après qu'on a tout fini, le prélèvement du cholestéatome, voilà, on va utiliser la prothèse totale. Je vais retourner juste un petit peu ici pour vous montrer quelque chose. Ça, c'est une prothèse totale en titane de Storz. OK? Elle vient avec une petite pièce comme celle-là qu'on met dans la platine. Elle a une pointe pour qu'elle ne bouge pas. Donc, quand on met dans la platine, elle reste presque immobile. Et après, on va utiliser voilà, ce qui reste de la prothèse, la partie plus grande de la prothèse, pour la mettre sur cette petite partie qu'on a mis là. Ça, on fait avec un microscope, parce qu'on avait déjà le microscope, l'oreille, on avait une incision rétro-auriculaire. Et voilà, on peut voir par voie endoscopique, par la mastoïde, avec une optique 30 degrés, la position de la prothèse totale. Quand on voit ici, on voit le cartilage, elle est là. Et, pardon, juste voir si on a quelque chose à la fin ici. Non, c'est bon. Et voilà, on finit. Et bon, pour tous ceux qui sont là, ça c'est mon email. Je suis très content si vous voulez vous l'utiliser. On peut rester en contact et parler en plus, et avoir peut-être
d'autres, professeur Régis, si vous avez des questions. Merci beaucoup, professeur Luciano Moreira, pour cet exposé qui est riche d'enseignements dans le cadre de la prise en charge chirurgicale de l'autospongiose et des ossiculoplasties. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu les questions posées par l'assistance. Une des questions qui est venue, c'est l'utilisation du microscope ou de l'endoscope en fonction de la difficulté, c'est-à-dire obligé de changer de l'endoscope au microscope dans la chirurgie d'autospongiose. Alors, je dois dire franchement qui peut-être dans les 4-5 ans, les dernières 4-5 ans, ça m'a pas passé. Je n'ai pas changé. D'accord. Okay. Ça me passe plus souvent, je ne sais pas si vous allez poser cette question, mais ça me place des fois dans les chirurgies de cyclopathie, des cholestéatomes. J'ai déjà dit ça dans l'exposition, et pour travailler les prothèses, et peut-être pour placer une interposition de l'enclume, et bien sûr, quand on ouvre la mastoïde, fait des incisions rétroauriculaires, alors oui, ça il faut changer. Mais même s'il y a quelques années que je ne change pas pour les microscopes, j'ai toujours les microscopes. C'est vrai que toujours, je ne mets pas le plastique dans le microscope parce qu'il y a un coût là sur le plastique. On ne va pas dépenser le plastique, mais il est là dans la salle. Et si on a besoin, je me sens tranquille de savoir qu'il est là. Mais en général, non, je ne change pas. Mais aussi, il faut penser à ceux qui débutent, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand on débute, bien sûr. Alors là, c'est bien d'avoir les microscopes à la main, c'est bien d'échanger et de voir qu'est-ce qu'on peut voir avec le microscope, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir avec le microscope. On va placer une prothèse la première fois, ok, on va faire le mouvement avec l'endoscope. On va faire le mouvement avec l'endoscope, on n'est pas à l'aise, on va lâcher, on va passer au microscope, on va faire en sécurité. Donc, pour ceux qui débutent, qui commencent, je crois que c'est bien d'avoir toujours et de l'utiliser et d'échanger dans quelques moments de la chirurgie pour faire la chose en sécurité. Bien, alors, une autre question qui est posée. Alors, je vois que vous êtes partisan de la platinotomie dans votre travail. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être en situation de platinectomie? Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous interposez? Oui, très rarement, heureusement. Je n'ai pas de bons sentiments quand je vois un vestibule tout ouvert là. Je sais qu'il y a des gens qui font ça toujours, n'est-ce pas? J'ai des amis qui font ça toujours. Mais c'est vrai, j'ai appris à faire la platinotomie, je fais toujours la platinotomie. Mais bien sûr que des fois, quelques accidents, ça peut se passer. Donc, ce moment-là, je prends des périchondres lui-même. Comme je suis endoscopique là, je vais prendre le périchondre, je vais les placer là et je vais après placer la prothèse sur le périchondre. La même prothèse, hein, la même prothèse. D'accord. Est-ce que ça vous arrive, vous êtes arrivé dans votre pratique d'avoir des platines flottantes? Oui, très peu de fois, peut-être 3 fois, oui. J'ai qu'une fois que je m'arrêtais. Je n'ai pas mis les prothèses. Mais j'ai 2 fois que j'arrivais à faire j'ai laissé la platine en place, mais j'arrivais à ouvrir un espace entre la platine et le bord de l'articulation et je peux mettre la prothèse et ça va bien. Et la deuxième fois que je m'arrêtais, je pensais, je m'arrête, je vais attendre un autre moment la fixation de la platine et ouvrir et refaire. Mais cette patiente, je ne suis pas revenu. Elle n'est pas revenue même pour moi.
Donc, je sais pas si elle utilise les appareils auditifs ou si elle va faire des réopérations avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites dans les procydences importantes du facial, c'est-à-dire la situation où c'est prévisible par le scanner, mais vous trouvez un opératoire, vous êtes dans une situation où vraiment la platine est très étroite, très étroite, très cachée par le nerf facial. Oui. Alors, je n'ai pas non plus plusieurs cas comme ça, Oui, mais oui. les cas que j'ai eu, j'essaye de faire la chirurgie normale. Si j'ai d'espace pour, même un peu plus angulé, de faire la platinotomie et mettre la prothèse. Je n'ai jamais eu des cas, par exemple, que j'ai dû faire fraisage au promontoire. Je crois que je pourrais le faire si je trouve un cas comme celui-là. J'allais le faire surtout avec les skitters, la micro-fraise. Si on peut faire un peu le fraisage sur un promontoire pour gagner d'espace, mais je n'ai jamais fait. Je n'ai pas d'expérience avec ça. Alors, est-ce que vous faites des moyens pour stabiliser la prothèse? Parce que là, j'ai vu que de temps en temps, vous mettez des bouts de gel femme. Oui, vous dites toujours de stapédotomie, vous dites. Stapédotomie, oui. Oui, je mets rien pour stabiliser. En général, je pense qu'elle est très stable à l'enclume. Voilà. Et ce petit morceau que je mets là à la platine, c'est plutôt pour empêcher une fistule. Si j'ai peur, si c'est ouvert, on peut. Donc, je fais le petit morceau là, juste pour être sûr que l'oreille interne est bien fermée. Mais je me rappelle ici, alors que vous avez demandé, je me rappelle de fois que je trouvais que c'était pas très stable l'enclume. Donc, je mis déjà même des petits morceaux de gel foin à côté de la prothèse dans l'enclume même. Je me rappelle de ça, oui. Mais en général, c'est pas nécessaire. Elle est très bien serrée là. Est-ce que vous avez l'expérience du laser dans la platinotomie? Non, non. J'ai des expériences au laboratoire. On a un cours pratique que je suis un des professeurs ici, un cours au laboratoire. Et là, on a la possibilité d'utiliser le laser. Et chaque fois que j'utilise dans le laboratoire, je pense que je jamais vais utiliser ça dans la chirurgie réelle. J'aime pas du tout. Mais j'ai des amis, encore, peut-être vous aussi, des amis qui l'utilisent, qui vont très bien. Mais je me sens très tranquille avec les skitters. Parce que pour moi, il est presque un laser. Parce que c'est un touche. On touche là, on l'enlève, on commence la rotation. Et lorsque la rotation elle vient, c'est un touche. Vous touchez et c'est ouvert. Et c'est plus vite que laser. Je vois de laser, des fois les gens, elles donnent 1, 2, 3, quelques tirs là pour ouvrir. Et avec la microfraise, en général, c'est juste en mouvement et c'est très vite. Alors, dans les reprises de l'autospongiose, oui. Une chirurgie secondaire, est-ce que vous êtes plus pour l'endoscope ou pour le microscope? Je suis plus pour l'endoscope. J'ai toujours le deux aussi. C'est vrai qu'on change de niveau là. Hein. On change de niveau quand j'ai des patients qui ont discuté la possibilité de quelques cas qui sont très bien là, mais on sait que le taux de succès c'est pas si bon. Mais là aussi, je préfère l'endoscope parce que j'ai peur toujours que le vestibule soit déjà ouvert. Dans ces cas-là, je trouve que c'est très important l'hémostasie dès le début, dès l'ouverture du tympan. Parce que si on laisse beaucoup de sang dans l'oreille moyenne, quand on ouvre le lambeau, si le lambeau n'est pas bon et s'il y a beaucoup de sang, vous devez utiliser l'aspiration, la succion dans l'oreille moyenne. Et si vous avez un vestibule ouvert, ça c'est un problème. Donc c'est très, très important de l'hémostasie. Et aussi, on peut entrer avec l'endoscope angulé, 30 degrés,
et avoir une notion plus précise de quel est le mécanisme de qu'est-ce qui va se passer là, est-ce que la prothèse est hors place, qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est bien d'avoir l'endoscope dans la révision. D'accord. Alors, j'ai une question dans l'assistance concernant le bouchon de champagne. Vous avez exposé un cas où vous avez utilisé le bouchon de champagne. Ils veulent avoir plus d'éclaircissement. C'est-à-dire, vous faites le prélèvement où, vous mettez où, comment vous faites sur le plan technique? Alors, première chose, je ne le fais pas du tout maintenant. OK? Ah, d'accord. J'utilise la technique qu'on a discutée le samedi dernier, des petits morceaux de cartilage. Ça, c'est que si j'avais ces cas-là aujourd'hui, je n'allais pas utiliser le bouchon de champagne, j'allais utiliser un petit morceau de cartilage. Comme un tube quand on a fait les bateaux à voile là avec le périconthe. Mais dans ces cas-là que j'ai montré aujourd'hui, c'était une petite graisse de l'obus voilà, de l'oreille. D'accord. Alors, concernant les résultats audiométriques dans le cadre des prothèses en titane, est-ce que vous avez constaté des gaps plus importants dans les prothèses totales parce que vous n'avez plus d'étrier, vous avez seulement la platine par rapport aux situations où vous avez l'étrier? Oui. En général, oui. C'est vrai que je n'ai pas de tous les résultats pour réunis ici pour vous montrer, mais oui, en général, on a des gaps un peu plus grands avec le total. Dans mon expérience, c'est un peu plus grand en général, peut-être 10 ou 15 plus qu'avec les prothèses partielles, oui. D'accord. Oui, il y a une dernière question qui est posée par l'assistance. La compatibilité de l'IRM et des prothèses en titane? C'est total. Aujourd'hui, ces prothèses, les deux que j'ai montrées, de Kurtz et des Storz, les deux peuvent utiliser la IRM 3 TESA sans problème. Sans problème. Oui. D'accord, très très bien. Là, j'ai vu que dans la mise en place des prothèses, surtout dans le cadre des ossiculoplasties par l'enclume, vous avez utilisé le microscope. Vous préférez utiliser pour manipuler avec les deux mains, aspiration et tout. Par contre, à l'optique, c'est un peu plus difficile, on va dire, parce que manipuler enclume, surtout avec une seule main, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, pour les prothèses en titane, c'est beaucoup plus facile de travailler à l'optique qu'avec, bien sûr, par rapport à l'enclume. Voilà, je crois que là, c'est les différentes questions qui ont été posées par l'assistance. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question de la chirurgie de l'autospongiose et des ossiculoplasties. Je vous remercie. Au nom de tous les participants, donc je tiens à vous remercier vivement pour votre grande participation, votre enseignement. Nous avons fait 2 webinaires qui couvrent la chirurgie endoscopique de l'oreille moyenne, aussi bien dans le cadre de la pathologie inflammatoire que dans le cadre de la pathologie dégénérative et puis des ossiculoplasties. Je crois que nous avons pu faire le tour. Merci encore une fois et j'espère bien qu'on aura l'occasion de vous avoir parmi nous au Maroc, peut-être à l'occasion d'un des congrès ou peut-être des live chirurgie pour que l'on puisse discuter de vive voix et de façon rapprochée de votre façon de faire. Merci encore une fois. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et d'être un participant à votre enseignement. Merci. Merci à vous, professeur, encore. Merci à tous les collègues qui sont là le samedi après-midi. Et c'était très bien aussi. Je suis très honoré d'être ici. J'espère pouvoir collaborer en plus, soit de façon remote, soit là-bas au Maroc, où j'espère pouvoir venir quand il est possible. Et peut-être qu'il sait parler un peu sur les implants auditifs d'une prochaine fois, parce que c'est un sujet qu'on aime beaucoup aussi ici. Ah oui, bien sûr.
On pourra peut-être organiser un webinaire sur les implants cochléaires et sur les prothèses Voilà. osseuses. Oui, ça serait envisageable. On verra en fonction de votre agenda comment est-ce qu'on OK. peut l'organiser. OK, Bon, merci beaucoup. Hein. merci. Merci beaucoup à Merci à tous merci à tous. l'organisation de webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au Allez, revoir. au revoir. Bye bye. Bye.